Bonjour Philippe Erlin, Bonjour. je suis très heureux de t'interviewer à l'occasion de Surfing Bitcoin, donc une conférence à propos de Bitcoin pour le journal du Coin, donc on est très content. Alors figure-toi que j'ai rencontré juste avant Pierre Noisa, qui était la toute première personne qui m'a parlé de Bitcoin, mais tu dois être la seconde, toi tu ne le savais pas forcément. Je suis arrivé donc, comme je te disais, en fin 2012 et j'ai commencé à m'instruire, je pense, en 2013. Et à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de livres sur le sujet, et il y avait deux livres, je pense qu'il y avait celui de Pierre Noisa et le tien sur les monnaies complémentaires. Ouais. Donc c'était peut-être pas Il y avait Bitcoin, je pense, dans le titre. Oui, oui, tout à fait. Bitcoin et monnaie complémentaire. Oui. Voilà, et donc ça m'avait énormément plu parce que tu es économiste et tu t'étais intéressé à la monnaie. Qui a Et l'air j'ai d'être- rencontré Pierre Noisa fin 2012 aussi. Ah ben voilà, il y en Donc, avait pas, en France, il n'y en voilà. avait pas beaucoup. Et tu sais que c'est très rare, ça je te le dirai après, mais les économistes, les gens qui disent le plus de conneries sur Bitcoin sont souvent des Oui, économistes. je confirme malheureusement. Voilà, et C'est toi, pas l'honneur de la profession. Mais... oui, mais tu étais l'exception qui confirme la règle. Et donc toi, tu étais audible. Enfin voilà, et j'avais lu ton livre et je l'avais beaucoup aimé. Et finalement, il parlait un peu moins de Bitcoin, mais plus de la monnaie en général. Et en fait, ça fait beaucoup de bien parce qu'au bout d'un moment, on entend toujours parler des mêmes choses. Et là, tu décrivais des tas d'expériences monétaires diverses et variées. Je me souviens du Watt, une monnaie japonaise qui était indexée à la consommation électrique. Et voilà, et tu donnais sa chance à Bitcoin. Je t'en remercie parce que c'était dans son enfance. Voilà. Ça, c'est pour donner un peu de contexte. Donc ma première question est simple, c'est Bitcoin, depuis quand tu t'es intéressé à Bitcoin et surtout pourquoi? Pourquoi tu t'intéresses à Bitcoin Alors moi j'ai commencé par m'intéresser aux monnaies complémentaires à peu près vers 2010, à peu près, Ah voilà, ouais, qui sont développées en Allemagne, notamment sous l'impulsion d'un économiste qui s'appelle Bernard Liater, qui s'est ensuite intéressé aux cryptos, mais qui est décédé il y a à peu près un an ou deux. Voilà. Et à cette occasion, j'ai entendu parler du Bitcoin. Alors au départ, sans vraiment comprendre comment ça marchait, mais moi je me suis dit, tiens, voilà, ce serait une monnaie complémentaire sur Internet, donc accessible à tout le monde. Bah pourquoi pas, c'est une bonne idée. Donc je l'ai cité dans un livre qui sortait en 2010, mais voilà, Ah, j'ai mais pas vu. sans aller plus loin, simplement cité. Et puis ensuite, j'ai décidé de creuser le sujet parce que ça me semblait vraiment assez révolutionnaire, quoi. Voilà. D'accord, donc tu n'es pas forcément un institutionnaliste au niveau de la monnaie. Tu es, est-ce que Oui, tu es pour oui. une concurrence des monnaies? Oui, oui, je défends ça parce que on considère que ce sont les États qui doivent dire si tel objet est une monnaie ou pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce discours, ce sont les utilisateurs. Voilà. Alors, bien Merci. sûr, l'État, il fait des réglementations, notamment une taxe sur la plus-value, ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser l'or aujourd'hui comme moyen de paiement parce qu'on est obligé de déclarer la plus-value à chaque fois. Idem pour le Bitcoin, en fait. Même s'il existe des cartes crypto qu'on peut utiliser n'importe où, normalement, d'après la loi française, à chaque fois qu'on l'utilise, même pour acheter une simple baguette de pain, on doit déclarer la plus-value Oui, oui, au tout à fisc. fait. Et donc, ça rend, si on est réglo, ça rend impossible L'usage l'utilisation en tant que monnaie. Voilà. Oui. Voilà. Donc, mais moi, je dis que c'est une monnaie qui est de plus en plus utilisée. Alors, pas tellement en France et en Europe, parce qu'on a une monnaie stable avec l'euro, mais il y a beaucoup de pays qui connaissent de l'inflation, qui utilisent vraiment Bitcoin. Oui, oui, moi j'ai découvert Bitcoin en Argentine. Et c'est pour ça que Bah, j'étais mûr, voilà, tu vois, voilà, voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi des monnaies complémentaires qui sont nées en Argentine au moment de la crise. Ah oui, 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 bien sûr, il y avait Avant autant. même que le Bitcoin commence, Tout à émerge. fait. Donc voilà, ça fait partie de ce même champ d'idées, quoi. Et donc, moi, je considère que c'est les utilisateurs qui doivent décider et Free l'État toute chose. l'État doit Toute chose. s'adapter. Voilà. Ouais, Et ouais. je défends la concurrence des monnaies. Moi, je ne veux pas non plus qu'un État dise la seule monnaie maintenant, c'est le Bitcoin, hein, parce que ce n'est pas dans la Ah, logique du Bitcoin. bien sûr. Il y a les gens qui ne veulent pas utiliser Bitcoin, et ben c'est très bien, ils utilisent d'autres. On n'a pas obligé les gens, mais il faut qu'il y ait une concurrence, il faut qu'il y ait une diversité. Et la diversité monétaire, ça donne de la résilience à l'économie. Quand on dépend d'une monnaie et qu'elle s'effondre, tout le pays s'effondre, hein. C'est genre l'Allemagne en 1923 ou le Liban en ce moment. Voilà. Enfin, le Liban, Les ils ont géants en d'autres pied monnaies, d'argile. mais leurs dollars, ils sont dans des banques, ils n'y ont pas accès. Donc ça revient au même, voilà. Et heureusement, ceux qui ont un peu de crypto peuvent s'en sortir. Mais voilà, il faut qu'il y ait, quand il y a plusieurs monnaies, il y a une diversité, il y a une résilience qui est bénéfique pour toute l'économie. Mais écoute, je suis absolument ravi d'entendre ça. Donc, puisse-t-il t'entendre. Voilà. Et donc, ce que je te disais en préambule, tu es économiste. Alors, tu sais que moi, les économistes, ils me font souvent penser aux médecins Molière. C'est-à-dire qu'au du temps de Molière, les médecins, c'était pas encore ça. Bon, à l'heure actuelle, je trouve qu'ils disent un peu tout et son contraire, donc je suis très inquiet. Et donc là, c'était l'aspect économiste versus financier. Figure-toi que moi, ce que j'aime, c'est le skill in the game. Donc, ma question est simple, c'est est-ce que tu trades, est-ce que tu spécules? Ça fait peur à tout le monde, mais moi, ça me rassure. C'est-à-dire que les économistes qui ne spéculent pas me font très peur, parce que j'aime bien qu'il y ait un peu de pratique. Tu Ah vois. non, mais moi, j'ai du Bitcoin. Ah, voilà. Non, mais c'est clair que je stocke et que je ne dépense pas. Oui, ah, ben ça, Du c'est tout. donc tu es hodl. Tu es Voilà, de je la suis famille du. complètement hodl, voilà.
Et j'ai par ailleurs un petit portefeuille où j'ai un peu d'Ether, un peu de valeur, de la DeFi, juste comme ça. Ah, mais ça c'est ma question Et d'après. voilà, donc voilà. Ok, tu as les mains de diamant? Tu tiens les mains de diamant, c'est l'expression, c'est-à-dire que tu tiens ta position longtemps. Oui, voilà, C'est- voilà, oui, je ne connaissais pas l'expression, mais voilà, je tiens longtemps et on Ouais. verra dans quelques années. Quel est Voilà. ton horizon de placement Moi, sur les cryptos, sur Bitcoin, hein, sur, moi, je pense envisager, alors ça, j'en parle dans mon livre, en m'appuyant sur le rapport stock-flux, auquel je Ah crois oui, oui, beaucoup. bien sûr. Stock to flow. Donc voilà, le modèle stock-to-flow. Donc j'envisage de pouvoir commencer à dépenser un peu de mes bitcoins après le prochain halving, c'est-à-dire Ah, 2024. Donc vers 2025-2026, j'envisage de pouvoir en dépenser un peu. donc c'est vrai Voilà, que mais pas avant, avant zéro. Ok. C'est bien, hein, ça incite finalement à la réserve, hein. Oui, oui, oui. Ouais, donc c'est pas mal. Et c'est vrai que le temps sur Bitcoin est en halving. Donc toi, tu es par 4 Voilà, ans. voilà. C'est par tranche de 4 ans. Donc tu attends Voilà. encore finalement pour répondre à la question, c'est 4 ans. Voilà, peu près. 4 ans, voilà, À à peu peu près, voilà. Ok, mais c'est super. Est-ce que tu imaginais, donc toi qui étais tu m'as dit, c'était quand tu es là depuis presque 10 ans maintenant dans les crypto-monnaies. Est-ce que tu imaginais un tel succès? Non, au départ, j'avais Ah. aucune idée du prix, parce que sinon j'en aurais acheté plus. Ah oui, C'est ce que évidemment. disent bah tout le ouais. monde. Oui, oui, oui. Ou Donc, alors tu n'en aurais pas vendu, parce que moi j'en ai vendu, tu vois. Et oui, à alors, des taux ouais, beaucoup trop bas. ouais. Non, mais voilà, enfin, donc non, j'imaginais pas que ça. Je trouvais la technologie géniale. Bon, moi, je suis pas informaticien, mais c'est en tant qu'économiste que je comprenais ça. Je trouvais l'idée géniale, notamment parce que ça se rapproche de l'or, ça peut de l'or Oui, oui, numérique bien sûr. justement, parce qu'il n'y a pas de planche à billets, et c'est une ressource rare, et l'étal or, bah, ça a très bien fonctionné. Donc je me suis dit le Bitcoin ça devrait aussi très bien fonctionner, mais maintenant quand tu as imaginé que le prix puisse aller aussi haut au début, non. Ben, moi je suis d'accord, c'est absolument, enfin, c'est impensable, mais ce qui est bien c'est que tu es resté. Moi je connais peu de personnes qui sont entrées dans cet écosystème, qui l'ont embrassé, ça prend parfois chacun son chemin, chacun son temps, mais je connais personne qui en ressort. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a découvert Je cet crois, écosystème, les gens l'adoptent et parce que voilà. Et ce que j'aime, c'est pour reprendre ce que tu disais au début, moi ce que je reproche à l'euro, c'est le cours légal et forcé. Je trouve ça en fait emprisonnant, c'est un peu une camisole monétaire, c'est ce que n'est pas Bitcoin. Ma question suivante, c'était, donc nous parlons de Bitcoin, la conférence est dédiée à Bitcoin, mais est-ce que tu fricotes aussi avec les altcoins? Je veux dire, est-ce qu'elle- Oui, parce que moi je suis plutôt Bitcoin maximaliste, Très bien. mais D'où? ouvert. Voilà, c'est-à-dire je trouve aussi le projet Ethereum génial, quoi, parce que c'est quand même lui qui a développé les services blockchain, même si je pense que Bitcoin pourrait peut-être revenir sur ce terrain-là Ah. avec des solutions de seconde couche. Bon, peut-être, voilà. Mais en tout cas, Ethereum, c'est aussi une idée géniale qui a donné lieu à plein de développements comme la finance décentralisée qu'on voit en ce moment et d'autres choses, les NFT. Bon, je veux dire, voilà. Et puis, il y a d'autres projets spécifiques que je trouve vraiment de grande qualité qui marchent. Par exemple, VeChain, Ah, VeChain, ok. voilà, qui est à peu près 20e. Oui, Qui sert à contrôler les chaînes logistiques oui, et à lutter contre la contrefaçon. oui, C'est une boîte qui marche bien, qui a fait sa propre blockchain oui, maintenant oui, bien sûr. et qui signe des partenariats avec des grosses boîtes. Donc ça montre que la blockchain, ça sert. Voilà. Donc il y a aussi des projets spécifiques comme ça qui marchent bien. Ok, bon, mais tu es le Voilà, bassin donc, d'innovation, toi tu restes ouvert en fait voilà, voilà. face à l'innovation. Bon, mais c'est bien, écoute, c'est une démarche pragmatique, moi elle me va très bien. Et VeChain, je suis content, parce que dans cette conférence, tu ne verras pas beaucoup d'adeptes de VeChain, mais il y a une belle communauté derrière. Quel serait ton portefeuille idéal? Parce que toi, tu es économiste, financier, tu as une lettre d'investissement, donc je suppose que tu n'es pas 100% crypto-monnaie. Tu as dans tes investissements, pour un patrimoine, une gestion patrimoniale, quel serait toi ce que tu aimes? Je sais que tu aimes l'or, non? Ouais. Sans doute l'immobilier, je ne sais pas quelle est ta position, donc toi tu le Si, mettrais. l'immobilier, c'est aussi quelque chose à avoir, mais ceci dit, moi je considère qu'on est actuellement dans une période très inquiétante en termes monétaires, et donc je considère qu'il faut complètement surpondérer Ah oui, Bitcoin et un peu l'or physique dans son patrimoine. Alors après, est-ce qu'on a ou pas de l'immobilier? oui, L'immobilier, c'est un marché complexe. Chaque bien est unique, ça dépend de la ville. Si on a un truc à Paris, bon, bah, ça gardera sa valeur, même en cas de crise, c'est quand même assez. Ou à Biarritz, ou dans des villes comme ça, il y a une vraie valeur. action, Donc, obligation. donc l'immobilier, oui. Les actions, moi, Ouais, t'es pas ne trop. m'intéresse pas trop. Et puis, on est en position assez bullaire, donc investir maintenant, ça me semblerait un peu risqué. Ouais. Voilà. Non, moi, je dis, il faut. Ah super. Par Ben non, contre, mais j'aurais alors, tendance à dire, si vous avez de l'assurance vie, bah, réfléchissez bien parce que ça rapporte plus grand-chose. Oui, je suis et d'accord. maintenant,
s'il y a de l'inflation, on va y avoir un risque en capital, quoi. Oui, bien C'est- sûr, c'est- mais tu en parles souvent, je crois et que c'est j'aurais loin. tendance à dire, bah, l'assurance vie, Ouais. alors il y a des avantages fiscaux, je sais, pour les donations, pour l'héritage, tout ça, donc il faut intégrer ça, mais l'assurance vie en tant que placement, j'aurais tendance à dire aux gens, liquidez, Ouais. mettez en bitcoin, éventuellement avec les codes crypto, un peu d'or physique, Ouais. et vous verrez que dans 5 ans, dans 10 ans, vous serez largement gagnant, quoi. Bah, écoute, Voilà. moi je suis de ton école, donc là encore, après j'ai sélectionné les invités, tu Ouais. sais, j'ai un peu triché. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. Eh bien, écoute, la question d'après, tu en as parlé brièvement, mais pour moi, c'est un placement défensif finalement où tu cherches, et c'est tes angoisses. C'est tes angoisses par rapport à la société actuelle. Et après, il y a le corollaire, c'est les espoirs, hein, c'est tes solutions, mais les solutions, on en parle, les crypto-monnaies, on peut parler. Les angoisses, c'est Bitcoin, le Covid et la France. En fait, je veux dire, comment on se positionne, comment tu vois évoluer la société, plus de liberté, plus de surveillance, plus de… Bah, moi, ce que je constate avec dépit, c'est que les États ont profité de la crise du Covid pour renforcer le contrôle de la société. Moi, je suis clairement, je le dis clairement, anti-pass sanitaire. Je ne suis pas contre la vaccination, je considère que ça fait partie Oui. du choix des gens. Bien sûr. Mais l'imposition du pass, pour moi, c'est une atteinte aux libertés complète. Et c'est quelque chose d'inquiétant parce que ça nous rapproche du crédit social à la chinoise, quoi. Voilà, Ah en ben- distinguant des bons et des mauvais citoyens, bon, qui n'ont plus le droit d'aller à tel et tel endroit. Donc voilà, et je trouve ça inquiétant, quoi. Donc, et ça fait partie des risques qui peuvent peser sur Bitcoin, c'est-à-dire l'État qui cherche à étouffer, alors il ne pourra pas étouffer, il ne pourra pas tuer. Il peut tuer l'or, il peut faire comme Roosevelt en 1933 qui demande aux gens de ramener tout leur or Ils sous l'ont peine fait d'amende. Ils l'ont fait. Ils ont ramené leur rôle, les gens Et ils l'ont fait parce qu'il y avait une amende très élevée, donc Oh. l'État a récupéré, bon, la Banque centrale américaine a récupéré l'or comme ça. Le Bitcoin, c'est pas, on ne peut pas faire ça parce que c'est un algorithme, on ne peut pas mettre la main Eh oui, sur Internet, et puis les gens qui ont des Bitcoins vont aller à l'étranger, il y aura toujours des pays qui les accueilleront parce que… Donc c'est pas possible d'étouffer complètement, mais il peut y avoir un risque de fiscalité plus importante qui vont freiner. On voit des gens en France aujourd'hui, quoi. Il y a beaucoup de talents qui s'exportent. ah oui, bah, Et c'est quand même regrettable. Des gens qui ont des montants importants, ils préfèrent quitter le Bien sûr. pays. Et c'est une perte de substance économique. Mais C'est moi, regrettable, quoi. Donc ça fait partie des risques, moi. Ça fait partie des risques. Voilà, que l'État resserre ses griffes, quoi. Voilà. oui. Et est-ce que tu penses que Bitcoin est une solution à ce genre de… Oui, parce que Bitcoin, de toute façon, ne pourra jamais être contrôlé par les États. Il ne pourra pas être régulé comme ils disent, comme ils aimeraient bien que ça puisse se faire. Donc Bitcoin sera toujours une solution C'est une lueur de d'espoir. secours. Et j'ai envie de dire, plus les États chercheront à étouffer Bitcoin, plus ça voudra dire que leur système monétaire est proche de Ah oui, oui. l'effondrement. Donc ça ne raison de plus d'en acheter. C'est les petites douceurs, ça, c'est les petites douceurs de la Ah, planète. Bon, effectivement, il y a cette menace orwellienne de Big Brother. Et ok, souhaitons que Bitcoin résiste correctement. Et moi, on arrive à la fin, c'est la dernière question, c'est un petit interview court. Quel est ton pronostic pour l'avenir? Donc toi, tu nous as dit, les 100 000, est-ce qu'on va les atteindre? Tu sais qu'il y a toujours ces questions de prix. Donc ta vision à 10 ans, ta vision à 100 ans. Comment tu m'as dit Ouais. déjà. Moi, je me suis penché vraiment sur le modèle stock to flow. Mhm. Il fonctionne très bien jusqu'ici. Alors, c'est pas une loi divine, Oui, bien ça sûr. peut s'arrêter. Hein. De toute façon, Tu nous et le ça ne marche que dans la mesure où il y a une demande en face. Tu nous vulgariserais, qu'est-ce que c'est le modèle stock to flow? Ouais, en fait, c'est un concept qui vient d'avant le Bitcoin. C'était pour expliquer pourquoi l'or est une monnaie qui a autant de valeur. C'est parce qu'il y a, par rapport au stock qui existe, il y a un flux de production tous les ans qui est assez faible. Oui. Voilà. Et c'est ça qui fait de la valeur. C'est si tout d'un coup les gens veulent acheter de l'or pour protéger de la valeur, le Oui. cours va monter et la production elle ne peut pas suivre. Voilà. Alors que si la production pouvait suivre, si tout d'un coup on pouvait produire, Oui. on extrait à peu près 3000 tonnes d'or par an, 2-3 000 tonnes, si on pouvait en produire 10 000 ou 20 000 d'un coup, bah, le cours s'effondrerait. Et donc ça ne pourrait pas être une réserve de valeur. C'est très bien. Alors que le cuivre, par exemple, le cuivre, Oui. la production peut être augmentée très rapidement. Donc le cuivre n'est pas une bonne réserve de valeur. L'or, il l'est depuis toujours. Et le Bitcoin, bah, son flux de production, si on peut dire, bah, c'est le. Il est indépendant du prix. C'est justement les bitcoins qui sont créés toutes les 10 minutes Oui. et dont le nombre diminue tous les 4 ans. ouais. Donc comme la rareté augmente, dans la mesure où la demande est toujours Voilà. là, hein, parce que c'est pas, voilà, ça tombe pas du ciel, dans la mesure où la demande est toujours là, bah, le prix va augmenter. Voilà. Et Donc- jusqu'ici, ce modèle
colle très bien à la réalité, donc on peut être très optimiste pour les années à venir, quoi, voilà. Super. Mais en fait, on ne connaît pas dans le cas de Bitcoin, donc un prix, c'est souvent la rencontre d'une offre et d'une demande. On ne connaît pas la demande, qui est impossible à modéliser, mais l'offre est parfaitement connue. Voilà. Et elle est divisée par deux. Donc Voilà. comme l'offre se réduit, si on suppose la demande constante, voire en croissance, c'est ce qu'on observe quand même, si on voit cette belle conférence, il y a quand même plus de monde chaque année. Donc moi, si on regarde le trafic du journal du coin, c'est pareil, on voit plus de lecteurs chaque année. Donc objectivement, la demande, elle est là, l'offre, elle diminue. Donc ok, donc tu es optimiste. Tout à fait, tout à fait. Et ben, c'est ce qu'on voulait entendre, c'est une note d'optimisme, ça fait toujours du bien avec ce beau soleil. Donc, ben, merci encore d'être Merci. venu, de prêter au jeu. Et à bientôt pour vérifier si le stock to flow s'applique. On verra, on verra.